téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Ne pas pouvoir changer en mieux, c'est risquer de devoir changer en pire. Fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision, bienvenue dans votre programme Albinos Family. Ce programme qui a toujours été là pour informer et sensibiliser la population congolaise et du monde entier sur l'albinisme. Alors pour aujourd'hui, nous sommes avec notre invité. Ce n'est pas sa première fois d'être sur notre plateau, c'est maintenant sa seconde fois d'être là parmi nous pour encore parler de l'albinisme et sensibiliser. C'est ça vraiment son combat. Donc c'est déjà plusieurs années qu'il est dans la lutte sur le droit de personnes atteintes d'albinisme et son bien-être. Et nous accueillons déjà notre invité, M. Paul Boaz Boabou, le président de l'ASBEL AOT, one of them en français, l'un d'entre eux. Moko Katina Bangona Lingala, bienvenue. Merci bien, madame. Ça va. Oui, je suis heureux d'être reçu encore ce matin dans cette émission Albinos Family, juste pour faire le cryptage et le décryptage de la situation de l'albinisme en RDC, parler de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le thème qui a été octroyé par les Nations Unies, et pourquoi pas parler du thème national que nous avons pu donner et ensuite faire quelques recommandations. Ok, merci beaucoup, malgré que ça fait un long moment, mais cette fois-ci, te dynamio penzana mukaba. Te dynamio vraiment pour être là parce que nous avons vraiment besoin de votre expertise. Et merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, aujourd'hui, nous allons parler sur l'AGISA 2025. Revendiquer nos droits, protéger notre peau et préserver nos vies. C'est ça le thème de la journée internationale de cette année 2025 pour sensibiliser la population congolaise et du monde entier sur l'albinisme. Monsieur Paul Boaz, comme nous le savons tous que le mois de juin, c'est un mois qui est dédié à la communauté de personnes atteintes d'albinisme afin de célébrer en date du 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et pour cette année 2025, quelles sont vos impressions par rapport à cette célébration? Ok, ça fera déjà une décennie que nous sommes en train de célébrer des journées internationales dédiées à la sensibilisation à l'albinisme. Nous avons fait une analyse soft pour déchiffrer les forces, les faiblesses, les défis et opportunités autour de cette journée, surtout en RDC. Et cela nous a permis de conclure juste en proposant un thème international, et disons un thème national. Ouais. D'abord, protégeons, disons, promouvoir nos vies et nos droits plutôt. Les personnes atteintes d'albinisme, ces droits sont plus violés. Violés pourquoi? Nous allons en arriver. Si j'ai demandé votre... Exactement. Alors, je reviens. Oui. Alors, mon impression est que nous devons encore travailler beaucoup pour que cette communauté puisse se retrouver. Nous devons encore travailler, nous devons faire beaucoup de choses, nous devons faire beaucoup d'actions, beaucoup de lobbying, même des sittings, même des émissions de télévision. Nous devons descendre sur le terrain. Nous devons encore changer de paradigme
Parce que aujourd'hui, on vous appelle, vous êtes une personne atteinte d'albinisme. Est-ce que c'est vrai que vous êtes atteinte d'albinisme? Alors, quand on parle que vous êtes atteint, nous voyons par exemple une moustique qui vous pique et que vous avez cette maladie-là qu'on appelle le tropho ou bien la malaria. Alors, vous êtes atteint. Disons, vous êtes atteint. Mais quand on parle de l'albinisme, être atteint de l'albinisme, vous voyez que nous devons révolutionner ce monde scientifique qui venait avec des définitions erronées et créer des construits sur notre personne. Ok, Monsieur Boaz, alors pouvez-vous un peu nous éclaircir quand on parle, y a-t-il une différence quand on parle de la personne vivant avec albinisme et de la personne atteinte d'albinisme? Exactement, c'est là où je suis en train d'aller. Alors maintenant, quand on dit que vous êtes atteint d'albinisme, alors l'albinisme est considéré comme une maladie. Et une maladie, c'est à une cause extérieure qui vient et qui vous atteint et vous êtes souffrant de cette maladie. Maintenant, quand on parle que cette personne est atteinte d'albinisme, vraiment, alors qui lui a contaminé cet albinisme-là? Et pourtant, l'albinisme, ce n'est pas une maladie contagieuse. Vous voyez que nous devons changer de paradigme et de certaines appellations qui sont en train d'amener des charges et des stéréotypes sur la personne albinos que nous sommes. Sinon, selon vous, ça doit être changé encore. Ça doit être changé. D'ailleurs, le mot albinos est déjà changé. Alors, on ne peut pas dire albinos, parce que quand on parle d'albinisme, ou bien albinos plutôt, là, on voit toutes les espèces. Nous avons la vie humaine, la vie végétale et la vie animale. Il y a des serpents albinos, il y a des chiens albinos, il y a des singes albinos, il y a des plantes albinos. Alors maintenant, quand vous dites albinos, alors si vous ne mettez pas la personne en exergue, alors elle peut être assimilée à un chien, à une plante. Vous voyez que c'est toujours la discrimination. Alors maintenant, nous, chargés d'éducation et de transformer la société, alors nous avons fait un atelier et nous avons découvert que c'est mieux adopté par les États-Unis et les Nations Unies plutôt que la personne, comme elle manque la mélanine, elle doit être appelée une personne amélanique. Alors, une personne amélanique, ça va bien que parler de l'albinos, ce qui est discriminatoire. Alors maintenant, pour répondre à votre question, l'albinisme ou bien l'amélanisme n'est pas une maladie parce que ça ne vient pas de l'extérieur et ce n'est pas contagieux. Là, je suis en train de défier tous les scientifiques. Quand ils se mettent devant, ils définissent l'albinisme, c'est une maladie, voilà, patati patata. C'est ce qui a même créé un débat lors de la conférence du Bureau conjoint des Nations Unies. Exactement. Il y a d'autres qui disent que c'est une déformation génétique. Alors maintenant, il y a d'autres qui disent... La meilleure définition, l'albinisme ou l'amélanisme est une condition génétique qui vous expose au manquement de la mélanine. Tout court, c'est ça la définition. Alors, quand vous manquez de mélanine, vous êtes amélanique. C'est une condition qui a été moulée dès le sein de votre mère. Quand les spermatozoïdes, disons les jeunes des pères et des mères, étaient en train de se mélanger là-dedans, vous voyez, alors c'est là où on dit la prévalence de 1 sur 20 000 et que vous sortez une personne blanche différemment de votre père, par exemple, ou de votre mère, ou bien à égalité, ou avec une couleur différente. Surtout chez nous, ici en Afrique, les personnes amélaniques sont toujours blanches. Alors là, c'est quelque chose qui a été moulu dans les seins de votre mère et qu'il n'y a aucun vaccin, il n'y a aucun produit qui peut faire que on puisse changer pour que cela puisse partir. Même si vous mettez un vaccin, vous faites des examens prénuptiaux, jamais
c'est un accident génétique. C'est un accident génétique qui peut vous donner soit des personnes atteintes d'albinisme, ou soit, disons, les personnes amélaniques, ou les personnes ébènes. Oui, les personnes ébènes. Alors maintenant, quand on dit une personne, cette personne est atteinte d'albinisme, c'est vraiment péjoratif et c'est faux et archi faux. On n'est pas atteint. Hein? Personne ne nous a contaminés. Vous voyez? Et que nous sommes victimes. Nous sommes victimes du gène de notre père et de notre mère. Hein? Par la prévalence de 1 sur 2000. Maintenant, quand on parle d'une personne vivant avec l'albinisme, vous voyez. Alors, qui vit avec l'albinisme? C'est votre père, c'est votre mère. Vous voyez? C'est celui-là qui vit avec son gène d'albinisme là-dedans. Et quand il va, il contamine l'autre gène et on produit un bébé amélanique. Alors, quand on parle de personnes atteintes d'albinisme, moi je ne suis pas là. Quand on parle de personnes vivant avec albinisme ou bien albinisme, moi je ne suis pas là. Donc nous devons informer au monde entier que toutes ces deux définitions-là sont erronées. Sont erronées, alors c'est mieux qu'on puisse juste nous appeler les personnes amélaniques ou l'albinisme, les changer en amélanisme. Merci beaucoup, M. Paul Boaz, pour cette précision. Et entrons maintenant dans le vif du sujet dont nous sommes en train de parler sur les thèmes internationaux. Et est-ce que les personnes atteintes d'albinisme connaissent réellement leurs droits? Oui, moi je connais mes droits et je suis en train de revendiquer, raison pour laquelle j'ai créé une association, j'ai initié une fédération et nous sommes en train de nous battre dans les milliers de gens inconscients qui ne connaissent ni droit, ni l'inclusion sociale, ni genre, ni quoi que ce soit. Et nous sommes en train de tailler disons, un chemin. Et ces personnes-là sont en train de comprendre maintenant que nous avons raison. Hein, nous avons raison. Nous avons raison. Pourquoi? Parce que nous avons réussi, avec le président de la République, à lui soumettre juste une lettre. Et nous avons organisé une journée internationale, disons, une conférence panafricaine des personnes amélaniques quand le président a été à l'Union africaine. Ok. Et à part les 10 droits de l'homme que nous connaissons des Nations Unies, y a-t-il encore d'autres droits spécifiques à l'égard des personnes atteintes d'albinisme? Exactement, il y a des droits spécifiques. Raison pour laquelle il y a plusieurs résolutions et plusieurs déclarations. Si vous lisez dans plus ou moins 13 résolutions, j'ai compilé et j'ai les livres, juste c'est la compilation de plusieurs déclarations, plusieurs résolutions que les Nations Unies ont adoptées avec l'Union africaine, avec plusieurs conférences qui, au niveau international, alors il y a les droits. Disons, quand on fait une résolution ou une déclaration, alors ça fait fonction d'une loi et ça fait fonction d'une déclaration. Et disons d'une loi qu'on doit observer. Alors maintenant, dans ces déclarations, on est en train d'interdire, de demander aux pays signataires des Nations Unies de s'occuper de la question de l'albinisme, d'arrêter les tueries, les profanations des tombes, les mutilations des cadavres, d'empêcher toutes ces choses-là. Et ça doit être empêché et que les personnes atteintes d'albinisme soient intégrées, de bannir la discrimination, la stigmatisation, la marginalisation, l'ostracisme et la déconsidération, toutes les traditions rétrogrades
disant que non, hein, une personne atteinte d'albinisme ou une personne mélanique, il est revenant, alors qu'elle est revenante. Quand tu le mets, il faudrait l'atterrer face par terre pour qu'il ne puisse plus encore revenir dans la famille. Alors tout cela, ce sont des traditions rétrogrades qui sont sans effet. Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville, disons, dans les territoires là où il n'y a aucune tombe de personnes atteintes d'albinisme, même dans la ville de Kalemi, et dans la ville de Moba aussi. Quand une personne atteinte d'albinisme meurt, alors ils prennent les ossements, ils traversent avec eux au Burundi, ils vendent une fémur à $20 000. Vous voyez, hein, alors ils vendent... Pour en faire quoi ensuite? Non, avec les magico-fétichistes. Alors les marabouts, les féticheurs, des sorciers et des chefs traditionnels croient qu'il y a une puissance dans les ossements ou dans des tissus des personnes atteintes d'albinisme. Autrefois, j'étais avec un avocat qui avait défendu une personne qu'on avait attrapée avec un sac d'ossements à Kalemi. Alors, il me disait qu'il a posé à son monsieur qui devait défendre. Alors, parce qu'il le défendait par prodéo, alors lui n'avait pas d'argent pour payer un avocat. Alors, selon la loi, on vous donne un avocat qui doit essayer de vous défendre. Alors, comme tous les avocats de Kalemi refusaient de défendre quelqu'un dont on a attrapé avec un sac d'ossements, alors lui était quand même courageux parce qu'il voulait faire son expérience et il a été même assimilé aux sorciers. Et pourtant, c'était mieux pour les écouter. Alors, ce monsieur-là lui disait qu'on nous a dit pour tester, faire la preuve que non, et ça, ce sont les ossements d'albinos. Alors, les ossements d'albinos brillent pendant la nuit. Et pourtant, tous les ossements brillent pendant la nuit parce que les ossements humains ont du phosphore, alors qu'ils brillent pendant la nuit. Maintenant, on les a mis dans la tête que non, quand on va faire le test de la nuit et que ça ne brille pas, alors ce ne sont pas les ossements d'albinos. Vous voyez? Alors maintenant, pour qu'ils puissent aller chercher les vrais ossements, hein, pour que ça va briller. Et pourtant, tous les ossements brillent pendant la nuit. Alors, vous comprenez comment les gens sont en train de vivre, comment les conditions des personnes atteintes d'albinisme sont en train encore de s'empirer. Et dans ce triangle de la mort, on prend Calais, Bujumbura, et on trace Bukavu, Uvira, et Baraka, Kabimba, Kalemi, et Moba, Force Bendera là-bas, jusqu'à Mpulungu. Cette région-là, il n'y a pas de tombe de personnes atteintes d'albinisme. Alors, maintenant, nous avons besoin de ces déclarations, de ces résolutions pour que ça puisse faire les droits. Maintenant, si nous-mêmes, nous ne prenons pas le taureau par les cornes, madame, alors qui parlera pour nous? Raison pour laquelle j'ai initié une loi de promotion et de protection des personnes atteintes d'albinisme. Nous avons déjà commencé à formuler les édits. Il y a un édit provincial qui est déposé à Kananga, il y a un édit provincial qui est déposé à Kolwezi, il y a un édit provincial en Bujimaï et il y aura un édit provincial qu'on va déposer ici à l'Assemblée provinciale dans quelques jours et pourquoi pas chercher un député qui pourra être à notre cause et qui pourra aller déposer cette loi-là de promotion et de protection des personnes atteintes d'albinisme. Parce que maintenant, nos amis handicapés sont en train de nous discriminer, disons, de nous flouer, en disant que non, la loi de promotion et de protection des personnes atteintes, disons, handicapées, prend aussi en charge, oui, la loi organique prend aussi en charge les personnes atteintes d'albinisme. Mais quand vous lisez les corps de la loi, quand vous lisez sur les infractions, quand vous lisez sur les droits, les devoirs et tout consort, vous ne voyez pas la personne atteinte d'albinisme se retrouver là-bas. C'est pour vous dire que la personne atteinte d'albinisme n'est pas handicapée. Oui, c'est ce que même les DIRCAP de son Excellence a confirmé hier, je dirais, a confirmé le 17 juin à l'activité du Bureau conjoint des Nations Unies, disant que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas des personnes
handicapés. Donc, ils sont juste intégrés dans le comme ministère comme les autres personnes vulnérables. Voilà. Comme nous sommes vulnérables de notre albinisme, vu que nous sommes en train de vivre tant de préjugés et autres raisons pour lesquelles on nous a intégrés dans cette partie-là. Et Monsieur Boaz, vous avez parlé un peu de beaucoup de choses ici, parlant de droits des personnes atteintes d'albinisme, des droits spécifiques et autres. Et comment maintenant, quelles sont les procédures pour revendiquer ces droits? Bon, il y a plusieurs procédures, disons, il y a plusieurs actions qu'on peut mener pour revendiquer nos droits. D'abord, nous nous retrouvons au ministère des personnes handicapées par ignorance. Pourquoi? Et c'est la possibilité maintenant de revendiquer nos droits. Raison pour laquelle j'ai donné le thème national albinisme et environnement. Nous sommes les victimes du réchauffement climatique. Quand vous dites que nous nous retrouvons dans le ministère des personnes vivant avec handicap par ignorance, cela veut dire? C'est-à-dire, les personnes qui nous ont placés là-bas, n'ont pas su là où nous placer et ils nous ont mis là-bas. Sinon, on devrait être classé où? Oui, on devait être classé comme nous sommes les victimes du réchauffement climatique. Notre ministère doit être le ministère de l'environnement et du développement durable. Parce que notre problème, d'abord, le mot handicap signifie une barrière quelconque, un obstacle. Alors maintenant, nous avons que deux choses qui nous handicapent, causées par le soleil. La destruction de la couche d'ozone. La destruction de la couche d'ozone, l'augmentation de la luminosité, l'augmentation des contrastes et la multiplication des rayons ultraviolets, des rayons gamma et des rayons infrarouges qui nous dérangent sur notre peau. Ainsi, nous sommes les premières victimes du changement climatique. Et comme nous sommes les premières victimes du changement climatique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Mme Eve Bazaïba a des fonds verts et des fonds de crédit carbone. Ces fonds-là souffrent d'applicabilité, madame. Et pourtant, ce sont les fonds qu'on doit indemniser, qu'on doit traiter la question des personnes victimes du réchauffement climatique. Il n'y a pas simplement les albinos, il y a les personnes, disons, et ont orienté ces fonds-là vers autre chose. Et pourtant, ces fonds-là devaient être adoptés, disons, orientés aux personnes les plus concernées. Et, bien sûr, ils peuvent indemniser les sinistrés, ils peuvent indemniser les gens des inondations, des gens des catastrophes climatiques, les gens des sécheresses, etc. Alors maintenant, les personnes dont le soleil n'a pas d'ombrage, les personnes qui manquent de mélanine, qui est un pigment noir qui protège la peau contre les rayons ultraviolets, les rayons ultraviolets qui atteignent notre peau parce que la couche d'ozone est déjà détruite et que ces personnes-là, c'est nous. Et on les oublie. On les envoie là-bas au ministère des personnes vivant avec handicap. Donc, quand il arrive là-bas, on dit « Mais toi, un albinos, tu n'es pas handicapé, tu viens faire quoi là-bas ?» Et on se moque de toi. Et ce ministère des personnes vivant avec handicap n'a pas d'argent. C'est un ministère budgétivore qui vit qu'avec 1% du budget. Mais le ministère de l'environnement et développement durable, c'est un ministère, disons, qu'est-ce qu'on dit? Il va chez les tiers qui produit de l'argent. On doit nous donner 500 millions de dollars chaque année. À cause des tourbières que nous avons. Nous avons plus de 6 ou 8 tourbières qui produisent vraiment de l'oxygénation au monde. Et vous voyez que le Congo se retrouve comme un pays, comme un moteur. Quand il échappe les gaz,
et la voiture va de l'avant. Et les gaz d'échappement là, vous voyez, c'est ça ce qui permet que le moteur puisse accélérer. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Le monde accélère, mais nous avons les retombées. Nos tourpières produisent des gaz, et, disons, de carbone. Et nous maintenant, les propriétaires des tourpières, nous subissons des effets néfastes du réchauffement climatique. Donc nous sommes des vulnérables. Oui. Est-ce que avez-vous déjà fait un plaidoyer quant à ça? Bon, oui, c'est ça que je suis en train de faire. Et je vous informe que dès la semaine prochaine, il y aura... Vous avez déjà aussi saisi... elle est déjà saisie. Elle est déjà saisie. Et elle est déjà saisie. J'ai écrit beaucoup de lettres là. J'ai écrit des demandes d'audience, mais il n'y en a pas. Et ils ne veulent pas m'aligner. Alors vous savez maintenant ce que nous allons faire, parce que le pays nous appartient, nous tous, alors nous aurons amené une action que je ne saurais pas dévoiler ici, mais vous la verrez ce jour-là. Oui, hein, c'est ça. Et un jour, la dame, oui, que nous aurons aussi un dossier avec elle, comment elle s'appelle encore, la brave Kaikwamba Wagner, a dit que la rue n'a pas quoi? La rue n'a pas de contrôle. Vous comprenez? Et nous sommes les premières victimes des réchauffements climatiques. Et je vous annonce aussi que même chez Kaikwamba, nous allons arriver. Pourquoi? Parce que depuis que la déclaration de Kinshasa a été émise, alors c'est un dossier dormant qui est dans le congélateur de l'Union africaine. Et pourtant, un autre président risque de sortir là-bas et récupérer la chose, alors lui devient l'initiateur de l'albinisme à l'Union africaine. Alors comme Kaikwamba, elle est brave, elle est une dame de fer, elle est félicitée partout, alors la semaine qui suit, là où au courant de cette semaine, nous aurons une, descente chez elle pour aller demander l'audience. Et si on nous refuse, alors nous savons nos méthodes qu'on fait pour qu'on puisse rapidement, à 2 ou 3 minutes, et on écoute notre voix. Merci beaucoup, M. Boaz. Là, vous venez déjà de toucher le point de la protection de notre peau, nous, les personnes atteintes d'albinisme. Et cette question vraiment me passe à tête. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, donc, je dois quand même la poser à M. Boaz. M. Boaz, chaque année, nous célébrons le 13 juin. Et chaque année, il y a des thèmes pour la célébration de cette journée. Pensez-vous que tous ces thèmes-là atteignent réellement les cibles? Exactement. Vous savez que nous avons une représentation au Conseil des Nations Unies. On a une dame qui est la responsable des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme aux Nations Unies. Et c'est elle, avec Albinisme Alliance mondiale, qui choisissent des thèmes. Alors, ils étudient des thèmes. Quel est le thème qu'on peut donner cette année ici, qui peut aider, que les pays signataires peuvent quand même faire quelque chose. Bon, maintenant, si on donne un thème international, on n'est pas obligé à être plié. Bien qu'on peut tricher là-dedans pour formuler notre thème, et c'est ce que nous avons fait, et c'est ça ce qui pourra plus nous aider. Parce que si nous nous mettons à juste dire, préservons nos vies, protégeons notre peau, et disons, et promouvoir nos droits, vous voyez, alors c'est tout ce que nous faisons tout ce temps ici. Alors maintenant, il faudrait faire comprendre aux gens comment nous protégeons notre peau, avec une prise en charge holistique, d'inscrire l'albinisme dans la politique climat. Vous comprenez? Et ça sera une résilience qui va nous aider à changer de paradigme et à ce que les personnes atteintes d'albinisme soient, disons, cette thématique-là soit vraiment prise en considération.
Je vais vous donner un exemple, madame. Regarde nos frères pygmées, peuple pygmée autochtone. Oui. Quand le ministère des personnes vivant avec handicap a commencé, nous nous sommes retrouvés avec là-bas, et ils étaient là-bas, et on disait que parce qu'ils sont des pygmées, ils ont une petite taille, alors ils sont aussi les personnes handicapées. Vous voyez combien on s'est moqué des pygmées. Et pourtant, avec les jeunes, aujourd'hui, les pygmées et les mariages mixtes, on ne retrouve plus les pygmées à 1,40 m. Aujourd'hui, les pygmées ne vivent pas en forêt et en dessous d'arbres, marcher nus comme c'était auparavant. Non, ils sont dans la ville, mais ils conservent toujours leurs traditions. Et parmi eux, il y a les gens les plus intelligents. Ils ont dit, ici, dans ce ministère, nous serons discriminés et nous allons mourir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris fuite et ils sont partis au ministère de l'Intérieur. C'est de la même façon que les personnes atteintes d'albinisme. Exactement. Vous voulez aussi faire la fuite. Exactement. Il faudrait faire la fuite. Disons, nous devons désengorger les ministères des personnes vivant avec handicap parce qu'elle a une grande charge qu'elle ne sera pas portée pour les personnes atteintes d'albinisme. Alors maintenant, il faudrait faire comme... Vous voyez maintenant nos amis pygmées, quand ils sont arrivés au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, on leur a donné la valeur. Et ils ont leur loi de promotion et de protection des peuples autochtones. Et leur loi est passée. Merci. Et ils sont maintenant considérés. Et autre chose, et ils ne se sont pas... On est en train de faire des politiques, des cartes de concertation pour mettre les peuples autochtones en exergue. Ces gens-là, trop intelligents, que je félicite parce que parmi eux, il y a beaucoup d'amis, eh bien qu'on avait un jour joué un match entre les pygmées et les personnes atteintes d'albinisme. Ils nous ont pilé 5-0. Ah, parce que... C'était quelque chose de juste une sensibilisation. Ouais. Alors, je les apprécie beaucoup parce que ce sont les gens qui sont très intelligents. Alors, à part le ministère de l'Intérieur, ils se retrouvent au ministère de l'Environnement. Okay. Alors, regarde maintenant, madame, quand ces gens-là, quand il y a des COP, c'est-à-dire des COP, des colloques qui sont organisés à la fin de l'année, maintenant il y aura COP 30 ou COP 31, vous trouverez les personnes disons, les peuples pygmées autochtones être là chaque année. Ils sont bien réussis. Pourquoi? Parce que ce sont les protecteurs de la forêt. Mais les personnes atteintes d'albinisme aussi sont représentées chaque année. Non, 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 non. Aucun COP que les personnes d'albinisme est parti. Aucun, oui, c'est beau. Oui, aucun. Aucun. Oui, moi j'ai lutté d'abord pour... Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Oui, aucune conférence là, personne n'est jamais parti. Parce que moi je sais qu'il y a eu comme si 27, 20, 26 comme ça, il y a Madame Marie-France qui avait préparé cette activité. Écoute madame, moi-même j'ai lutté à partir de COP 26 qui devait se présenter et qui devait se passer à Madrid. On a été débarqué. COP 27, la même chose. COP 28, c'est là où Marie-France était partie, disons, en Égypte, je pense. Oui. Maintenant, elle est partie avec quoi? Oui. Et pourtant, quand on initie une action, on devait faire comprendre aux gens des COP que les premières victimes des réchauffements climatiques sont les personnes atteintes d'albinisme. Alors, ce n'est pas... Aujourd'hui, aller simplement en tourisme, assister et retourner, mais il faudrait aller avec un message. Alors, c'est la raison pour laquelle, si cette fois-ci, nous sommes au ministère de l'Environnement, j'irai au COP avec les personnes atteintes d'albinisme, avec des banderoles, démontrer que les fonds verts doivent être orientés sur les personnes atteintes d'albinisme. Et vous savez ce que ça va reproduire? Nous aurons beaucoup de financements internationaux, parce que l'albinisme en RDC, c'est la thématique la mieux classée au monde. Nous avons ici 10 sortes de mutations qui n'existent nulle part au monde. Alors maintenant, c'est nous qui serons placés en exergue, madame. Merci beaucoup, monsieur Paul Boisbouboise. Vraiment, le temps nous fait défaut. La télé, c'est le temps et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Alors, je pense que nous avons vraiment beaucoup à dire. Il y a même certaines questions qui sont restées que je n'ai pas encore posées.
Mais vu que vous étiez vraiment, vous êtes vraiment déchaîné sur le plateau, je vous ai laissé vraiment s'exprimer. Exact. Et je pense que vous allez encore nous revenir prochainement pour un peu en parler plus. Sinon, Exactement. pour aujourd'hui, votre mot de la fin et nous allons finir. Et prochainement, nous allons juste faire une émission Éventrons les boas sur l'albinisme en RDC. Alors bon. Là, on va parler de toutes sortes de vérités. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, ma conclusion est que aujourd'hui, que le monde entier sache que l'albinisme n'est pas une maladie. Ça, c'est un. Une maladie, c'est un agent extérieur qui vient pour troubler vos conditions. Alors, mais l'albinisme, c'est une condition génétique. Alors, nous ne sommes pas les personnes atteintes d'albinisme, ni les personnes vivant avec albinisme. Ceux qui vivent avec leur albinisme, c'est nos parents. Hein? Et ils ont fait leur besogne, papa et maman, et ils nous ont produit, nous. Vous voyez, dans leur gène, nous avons été moulés. Alors, il n'y a pas un produit qui peut dire que non. Alors, comme le bébé est né blanc comme ça, changeons-lui la couleur. Non, non, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN. Alors, aujourd'hui, que le monde entier sache, que tout Kinshasa sache que l'albinisme n'est pas une maladie. Si un médecin définit l'albinisme comme une maladie, je vais l'amener en Bujimaï, là où on tenait une réunion, un colloque, une conférence, quand les médecins disaient l'albinisme est une maladie, alors tous les enfants albinos ont dit, disons nous tous, nous sommes des malades, alors vous communiquez mal. Vous voyez? Alors il a fallu ma présence pour corriger cela. Merci. Ainsi, merci beaucoup, je salue tout le monde et je vous promets qu'au cours de la semaine qui commence, alors nous allons commencer nos actions. Ok. Oui. Merci beaucoup, Messieurs Paul Boboaz, Messieurs Paul Boboaz d'être venu. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci à tous les téléspectateurs pour votre attention à cette émission Albinos Family. Je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec des nouveaux invités ou soit un nouveau visage. Merci. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.